Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Je voulais aujourd'hui sortir un peu des auteurs classiques de la philosophie en proposant une perspective psychologique sur la question de la liberté. Il sera donc question d'Erich Fromm, penseur de la fameuse, intrigante et ambivalente école de Francfort, et de son livre Escape from Freedom, paru en 1941. Bien entendu, cette perspective s'inscrit pleinement dans les thématiques philosophiques. En effet, si vous prenez ce texte de Kant, que nous allons lire, la problématique peut s'exprimer sous la forme d'un classique « Faut-il avoir peur de la liberté ?» Et la thèse de Kant consisterait à répondre que non, qu'il faut plutôt craindre de rester enfant toute sa vie, c'est-à-dire la servitude, l'état de mineur intellectuellement parlant. Donc je vous propose, on va lire ensemble ce texte. La paresse et la lâcheté, dit-il, sont les causes qui expliquent qu'un grand nombre d'hommes, après que la nature les a affranchis d'une direction étrangère, je crois que là il faut comprendre une fois que l'individu est capable d'être autonome physiquement, restent cependant volontiers leur vie durant mineurs. Et il faut l'entendre pas au sens juridique ici, mais au sens psychologique et intellectuel. Et qu'il soit si facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. Il est aisé d'être mineur. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, on peut penser à la Bible, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui me dicte mon régime, je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. Que la grande majorité des hommes tiennent aussi pour dangereux ce pas en avant vers la majorité, outre que c'est une chose pénible, c'est ce à quoi s'emploient les tuteurs qui, très aimablement, ont pris sur eux d'exercer une haute direction sur l'humanité. Après avoir rendu sot leur bétail, ils lui montrent le danger qui le menace s'il s'aventure seul. Or ce danger n'est pas si grand. Les hommes apprendraient bien après quelques chutes à marcher. Voilà ce que nous dit donc Kant dans Qu'est-ce que les Lumières en 1784. Vous voyez, on est vraiment dans la thématique de la peur de la liberté. Kant met donc en avant l'existence d'une certaine préférence pour la servitude, qui peut nous faire penser aussi à Étienne de la Boétie et son fameux discours sur la servitude volontaire, 1576. On comprend l'argument. Il est pratique d'être un enfant et de décharger notre responsabilité sur les autres. De plus, la dynamique du pouvoir, il en parle aussi, fait que certains, les politiques, les religieux et d'autres, ont intérêt à infantiliser et rendre dépendants d'autres personnes. À l'époque de Kant, et bien évidemment aujourd'hui encore. Donc, un pouvoir bien visible et patriarcal ne saurait faire oublier un pouvoir, disons, infantilisant et maternant. Et on retrouve cette idée chez Kant dans le traité de pédagogie que j'ai cité dans la vidéo « Liberté égale pouvoir », vous pouvez vous y référer, c'est un texte classique avec la discipline et l'instruction. Ici, avec Fromm, poursuivant et actualisant la perspective freudienne, ce désir de servitude, cette peur de la liberté, s'explique par des traits inconscients de la psychologie humaine. Ce ne sont plus que la paresse et la lâcheté qui expliquent cette préférence pour la servitude, mais la détresse de l'individu au sein d'une structure sociale et familiale insécurisante, structure corrélée à la montée de la valeur individu que l'auteur fait remonter à la Réforme en particulier. Pour résumer d'emblée la structure ou la colonne vertébrale du livre, je propose ceci. Considérer que les thèmes traités sont la liberté de l'individu dans la société, en rapport avec ses besoins psychologiques. On peut aussi comprendre qu'il est question d'État, de société, de sa culture et d'idéologie, c'est connexe. Que la problématique, au sens minimaliste, ça pourrait être l'idée selon laquelle la liberté nouvelle donnée à l'humain, par la modernité notamment, satisfait-elle pleinement ses besoins, et faut-il au contraire penser que cette liberté lui est insoutenable, et ne lui garantit aucunement de ne pas plonger à nouveau dans la servitude, et que, à cette question, l'auteur répond que l'isolement ou la détresse due à cette nouvelle liberté risque d'être insoutenable à l'individu, et sans un développement complet de sa personnalité, on verra plus loin, il parle de liberté plus spontanée et active, eh bien sans ce développement complet, il recherchera une fusion dans la servitude, se libérant du fardeau de son moi. Et donc on va avoir tous les motifs que l'individu peut ressentir concernant la liberté, toutes ces inquiétudes et donc cette peur de la liberté. Le sous-entendu, c'est que nos sociétés modernes elles-mêmes ne sont pas protégées contre un massif désir de servitude et de fusion et d'abandon de notre individualité, et que la liberté n'est pas quelque chose de gagné.
Fromm écrit par exemple le fait que la liberté revête un double sens pour l'homme moderne est la thèse principale de ce livre. Il a été libéré des autorités traditionnelles et est devenu un individu, mais en même temps, il est devenu isolé, impuissant, et s'est transformé en un instrument servant des buts extérieurs à lui-même. Il s'est aliéné de lui-même et des autres. Et plus encore, cet état menace son moi, l'affaiblit et l'effraie, et le prépare à se soumettre à de nouveaux types d'esclavage. D'un autre côté, la liberté positive est synonyme de totale réalisation des potentialités de l'individu, ainsi que sa capacité à vivre activement et spontanément. La liberté a atteint un point critique où, poussée par la logique de son propre dynamisme, elle menace de se transformer en opposé. Et cela, il le dit à la page 239. Donc on comprend bien que l'enjeu de ce livre consiste à étudier la structure du caractère. Donc il s'agirait de comprendre les besoins fondamentaux de la nature humaine et de voir les conséquences de leur non-satisfaction dans une structure sociale, en fait. Et ici, ce sont les besoins sociaux dont il est question, me semble-t-il. Car se dégage l'idée selon laquelle, si rien n'est fait pour combler le sentiment d'isolement, l'individu va vouloir fusionner, et ce probablement avec un idéal politique, par exemple paternel et tyrannique. Mais pas seulement. Fromm va détailler. L'idée, c'est que l'individu, il n'est pas autoporteur. C'est comme si on exigeait de lui, quand j'y pense, un peu l'impossible. Ce qui est non naturel à un être fondamentalement social. En effet, on dit un être très dépendant et sociable, soit libre, soit un individu. C'est comme si d'un côté, si vous voulez, aujourd'hui, on avait dans l'esprit du temps, on mettait d'un côté un tableau où on aurait une colonne avec individu, on associe cela à la liberté, on pourrait dire que c'est une injonction sociale, soit un individu, soit libre, construction culturelle, et de l'autre, on a tendance à ranger dans le groupe eh bien, la servitude, vous pensez à Milgram et compagnie, le mouvement de foule, etc., l'idée que l'individu se perd complètement dans le groupe. Et pourtant, cette appartenance au groupe, c'est un besoin psychologique fondamental. On peut penser à Maslow, mais on fait l'expérience tout simplement. Donc l'appartenance au groupe, c'est très important, et on peut même rajouter des arguments du genre, voilà, l'avantage adaptatif du point de vue de la psychologie évolutionniste. S'éloigner du groupe, c'est peut-être dangereux pour notre survie même. Donc on comprend cette tendance au conformisme et à l'appartenance au groupe. Dans le chapitre 1er, La liberté, un problème psychologique, il cite Dewey, le philosophe, qui écrit « La menace sérieuse pour notre démocratie n'est pas l'existence d'États totalitaires étrangers, c'est l'existence dans notre comportement personnel et dans nos propres institutions de conditions qui ont permis dans les pays étrangers la victoire de l'autorité extérieure, de la discipline, de l'uniformité et de la dépendance envers le chef. Par conséquent, le champ de bataille est aussi ici en nous-mêmes et dans nos institutions, nous dit Dewey dans Freedom and Culture en 1939. Donc on comprend qu'à côté d'une aspiration innée à la liberté, il y a aussi un désir instinctif de soumission. Freud en parlait aussi dans Pourquoi la guerre et ailleurs. Le conflit existentiel entre démocratie et fascisme, dont il sera question plus tard, se déroule aussi dans l'âme humaine, donc. Le type de socialisation, d'éducation, joue sur la structure de la personnalité moyenne d'un individu, de telle ou telle société. Or, cette structure de la personnalité serait un facteur à ne pas négliger dans l'acceptation ou les refus de ces deux modes de gouvernance que sont la démocratie d'un côté et le fascisme ou totalitarisme, ou autoritarisme si vous préférez, de l'autre. Nous sommes donc quelque part dans de la psychologie politique. Mais Fromm ne se limite pas à la critique de la personnalité autoritaire et de son complément fasciste. Il s'interroge aussi sur, dit-il, la structure du caractère de l'homme dans le capitalisme monopolistique. Il dit ceci par exemple dès la page 19. Donc, pour lui comme pour Marcuse, la structure économique va déterminer le caractère de la personnalité moyenne. Et l'on comprend bien, à titre de remarque, que le capitalisme, ou la société de consommation si vous préférez,
façonne une personnalité moyenne. On trouve, page 25 de cet ouvrage, la réaffirmation des contraintes psychologiques inhérentes à la liberté. Il écrit « La religion et le nationalisme, de même que toute tradition ou toute croyance, aussi absurde et dégradante soit-elle, s'ils ne font que connecter les individus entre eux, sont des refuges contre ce que l'homme craint le plus, l'isolement. » En effet, il est vraiment question de nos besoins sociaux et ce que nous sommes prêts à sacrifier pour ce sentiment de sécurité groupale ou sécurité émotionnelle. Quelques remarques de culture philosophique ici. On peut penser à Auguste Comte ou à Nietzsche qui sont bien conscients du coût psychologique de l'affaiblissement de la religion, par exemple. Comte pensait qu'il fallait alors développer une religion dite positive, humaniste, où les saints seraient de mémoire remplacés par d'illustres savants. Voilà une bonne idée. Et chez Nietzsche, malgré son hostilité à l'égard du christianisme, qui est quand même assez radical, assez direct, mais il avait bien conscience des dangers du nihilisme, le fait de ne plus croire en rien, si vous voulez. L'idée que l'individu se trouve désorienté, sans repère, qui doit créer lui-même ses valeurs, puisqu'elles sont construites quelque part. Ce nihilisme de l'époque, Fromm le constate, et vous pouvez le lire page 97, quand il écrit que l'individu moderne a perdu pour une large part la capacité intérieure d'avoir foi en quelque chose. Et vous voyez, on n'est pas dans de la philosophie tout à fait périmée, me semble-t-il. On peut aussi faire un lien avec Durkheim et la religion qui, comme le totem, aurait pour fonction d'incarner le groupe. Et serait ainsi, le groupe, la collectivité, le sacré fondamental derrière notre amour des religions. Nous serions ainsi victimes d'une erreur d'attribution, et croyant adorer les dieux, nous adorons en fait la société, le groupe, la collectivité. Et nous tentons d'incarner cette dernière divinement, marquant alors les devoirs de l'individu à l'égard de sa société, pensée des temps anciens. Plus loin, dans le chapitre 2, sur l'émergence de l'individu et l'ambiguïté de la liberté, Fromm va associer la liberté à l'humanité même, de par sa biologie, son anthropologie biologique. Caractérisé par quoi? Par son ouverture à la culture. Donc lui aussi, je dis ça par rapport à ma vidéo sur le dépassement entre liberté et déterminisme, donc lui aussi développe une philosophie naturaliste de la liberté, brièvement, et on parle très rapidement, mais en tout cas c'est signé philosophie naturaliste de la liberté, puisqu'elle est basée sur la nature humaine en comparaison avec les autres animaux, la différence anthropologique, et caractérisée justement par un affaiblissement de l'instinct, et dès lors, la possibilité d'apprentissage et de culture. Page 35. Il voit encore dans le mythe biblique la liberté dans la désobéissance, liberté qui se paye par des inquiétudes et des difficultés conséquentes. Il écrit « Il est seul et libre, mais impuissant et effrayé. La liberté fraîchement acquise semble être maudite. Il est affranchi du doux asservissement du paradis, mais il n'est pas libre de se gouverner lui-même et d'affirmer son individualité. » Ceci amène l'auteur à distinguer une liberté négative d'une liberté positive. La première ne serait qu'une libération par rapport à quelque chose, l'idée d'être libéré d'eux. Comme on s'en doute, s'émanciper d'une chose ne garantit pas la liberté entière. Il est aisé de retomber dans d'autres difficultés, de passer d'une servitude à l'autre. Et justement, cette liberté négative ne suffit pas. Il faut l'édifice nécessaire à la nouvelle liberté. Il faut savoir que faire une fois qu'on s'est libéré. Et c'est là tout le problème. Qu'est-ce que l'individu va mettre à la place de l'ancienne servitude ou de l'ancienne autorité? Et l'humain en ce lieu ne peut s'appuyer sur son instinct. Il doit inventer, il doit trouver. La liberté positive, c'est être libre d'eux. Et c'est le décalage disharmonique entre les deux libertés qui pose problème aux yeux de Erich Fromm. Il faut donc que l'individu trouve des débouchés positifs à cette émancipation et libération première. Il doit inventer et trouver la voie de son individuation, et tel peut être le fardeau s'il n'arrive désespérément pas. Dans le chapitre 3, on observe une réflexion sur la réforme et l'idéologie du protestantisme. Donc avec la réforme et le capitalisme naissant, les gens peuvent commencer à se considérer comme des individus plus émancipés des catégories sociales féodales, appartenant dès lors à une société plus ouverte.
De cette idéologie protestante, Fromm va déduire une ambivalente idéologie à la fois de nouvelle liberté, une ambivalente psychologie aussi, on le verra, et d'abandon du moi. Calvin et Luther, pense-t-il, ont soulagé la masse en l'invitant à se soumettre à Dieu, pour faire partie de quelque chose de plus grand que l'individu, apportant par là, encore une fois, une sécurisation émotionnelle et l'apaisement d'un doute anxiogène. La solution de Luther, dit Fromm, se retrouve chez bon nombre de nos contemporains qui ne pensent pas en termes théologiques. Trouver la certitude en éliminant le moi individuel isolé, en devenant un instrument entre les mains d'un pouvoir incroyablement fort et extérieur à l'individu. Page 74-75. La religion aurait donc une fonction de compensation. La foi de Luther, écrit encore Fromm, était la conviction d'être aimé à condition de s'abandonner. Une solution qui a beaucoup en commun avec le principe de la complète soumission de l'individu à l'État et au chef. Le psychologue ajoutant plus loin que cet amour simultané pour l'autorité et cette haine pour ceux qui n'ont pas de pouvoir sont des traits typiques du caractère autoritaire. Un peu plus loin encore, de nos jours, dit-il, cette tendance a atteint son paroxysme avec le fascisme, pour qui le but de toute vie est d'être sacrifié pour des pouvoirs supérieurs, que ce soit le chef ou la communauté raciale. Le psychologue nous invite, ainsi, à voir derrière cette morale un motif masochiste, une humilité cachant un désir d'humiliation de soi. Fromm l'exprime en ces termes. La projection de l'hostilité et la jalousie sur Dieu, et leur expression indirecte sous la forme de l'indignation morale mise à part, l'hostilité s'exprima également en se retournant contre soi-même. Nous avons vu comment Luther et Calvin insistaient ardemment sur la faiblesse de l'homme, et comment ils enseignaient l'auto-humiliation et l'avilissement comme base de toute vertu. Ce qu'ils avaient consciemment à l'esprit n'était certainement rien d'autre qu'un extrême degré d'humilité. Mais pour quiconque familier des mécanismes psychologiques d'auto-accusation et d'auto-humiliation, il n'existe aucun doute sur le fait que ce genre d'humilité, entre guillemets, est enraciné dans une haine violente qui, pour une raison ou une autre, ne peut être dirigée contre le monde extérieur, et opère donc contre son propre moi. Afin de comprendre pleinement ce phénomène, il faut prendre conscience que les attitudes envers les autres et envers soi-même, loin d'être contradictoires, évoluent en principe parallèlement, nous dit-il, page 91. Je tente quelques remarques. Donc j'avoue ici, et sans vouloir offenser personne, avoir un petit peu du mal à ne pas m'inquiéter quant à notre christianisme, ou ce pauvre Jésus en croix auquel nous devrions nous identifier. Quelle noblesse, d'accord, mais quelle cruauté envers soi-même, quelle image problématique d'identification peut-être, et par contraste aussi de culpabilisation, n'est-ce pas? Mais peut-être que, bon, j'exagère, Jésus étant semi-divin, il est normal que nous ayons l'air faibles moralement en comparaison. Cependant, il est ici suggéré qu'il faille associer la morale au mépris de soi, au sacrifice. Donc, vous voyez comment morale et masochisme peuvent être liés. Donc on le comprend, mais il est normal de vouloir entendre sur ce point l'avis de la psychologie sur les motifs réels à l'œuvre derrière ce phénomène moral si important, et si c'est possible scientifiquement de sonder les âmes à ce point. Expression radicale de notre liberté au-delà de la nature, le fait d'être moral? Ou au contraire pulsion de mort et de destructivité? Expression d'un masochisme moral? Noble ou pathologique soumission au groupe? La question est ouverte. Je dirais encore qu'il est philosophiquement naturel de penser ici à saint Augustin, qui dans la Cité de Dieu, ça doit être chapitre 15-28, parle de l'affrontement entre deux cités. Avec cette citation célèbre, deux amours ont fait deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. On comprend ici que le masochisme moral est peut-être à l'œuvre, car si être moral, on l'a dit, c'est s'identifier au Christ sur la croix ou à notre bon Socrate condamné à l'exil, en préférant se suicider tout en étant un peu insolent, eh bien une telle morale du mépris de soi devient peut-être, je dis bien peut-être, un peu douteuse. Donc on en vient à s'interroger avec inquiétude. Que va-t-on conclure? Être religieux, philosophe, enseignant ou travailler dans les activités sociales, morales, c'est dans une société comme la nôtre, serait-ce du masochisme moral, vous voyez, qui serait quand même inquiétant? Peut-on opérer une telle réduction? Est-ce que vraiment la morale est absolument contre notre intérêt
et c'est quelque chose dont il faudrait se libérer. Est-ce que c'est pas une idée dangereuse? Vous comprenez bien pourquoi il faut essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, Fromm nous apporte ici, dans le prolongement de Freud, ce genre de considération. Dans le texte de Fromm, on voit bien cette dimension masochiste sur laquelle il va revenir en particulier, comme on va le voir. Dans le chapitre 4, qui traite les deux aspects de la liberté pour l'homme moderne, bien, l'auteur pense ainsi que si le protestantisme était la réponse aux besoins humains de l'individu effrayé, déraciné et isolé, l'individualisme spirituel n'est pas très différent de l'individualisme économique, et qu'in fine, il écrit, la relation individualiste à Dieu était la préparation psychologique pour le caractère individualiste des activités séculaires de l'homme. Et dans la société moderne, le moi, dans l'intérêt de qui l'homme moderne agit, est le moi social. Un moi qui est essentiellement élaboré par le rôle que l'individu est supposé jouer, et qui en réalité est simplement le déguisement subjectif de sa fonction sociale, objective, dans la société. Fromm ajoutant plus loin, je cite que la relation concrète d'un individu à un autre a perdu son caractère direct et humain, et a supposé un esprit de manipulation et d'instrumentalité. Dans toutes les relations sociales et personnelles, les lois du marché sont la règle. Il est évident que la relation entre les concurrents doit être fondée sur une indifférence humaine mutuelle, page 108-109. Nous vendons ainsi nos personnalités, dit-il, un peu plus loin, tout en critiquant la publicité comme étant la chose la plus dangereuse à notre démocratie, de par sa nocivité à l'égard de la pensée critique. Il termine le 4e chapitre en parlant de l'automatisation de l'homme dans la démocratie moderne, ajoutant une transition vers le 5e chapitre. Dans notre effort pour échapper à la solitude et à l'impuissance, dit Fromm, nous sommes prêts à renoncer à notre moi individuel, soit en nous soumettant à de nouvelles formes d'autorité, soit en adoptant une conformité compulsive aux modèles admis.